Donc je vais prendre quelques minutes maintenant pour évoquer l'évolution de la formation au cours de ces dernières années et les perspectives, les mots-clés que l'on voudrait proposer à la discussion pour la table ronde qui va suivre. Je vous ai mis un graphe pour commencer. Ce graphe, c'est un essai interlaboratoire. Alors un essai interlaboratoire, c'est un ensemble de laboratoires que vous avez ici représentés en abscisse, une trentaine, qui chacun ont déterminé la concentration de mercure dans un échantillon. Et chacun a rendu son résultat, ce sont les points que vous voyez ici, 5,4, 6,3, l'unité c'est des milligrammes par kilo. Et vous voyez la position de la réponse de chacun des laboratoires. Vous voyez cette dispersion, et vous voyez la position de la valeur vraie. La valeur vraie est ici en gris. Tous ces laboratoires sont accrédités. Et pourtant, on arrive à ce type de résultat. Alors pourquoi ça? Pourquoi? Eh bien, c'est pas compliqué. On prend le plus bel instrument que l'on a à disposition, on le branche d'un côté, on met un ordinateur de l'autre, et vous aurez une réponse, vous aurez un résultat. Il n'y a pas de souci. Et quand on regarde, l'Europe a regardé ceci dans une étude métrologique de la justesse des résultats, l'exactitude des résultats, mais on s'aperçoit que 5 à 30% des mesures ne sont pas satisfaisantes, ne correspondent pas, c'est ce que vous l'avez vu dans le transparent précédent, aux résultats attendus. Bon, lorsqu'on connaît la valeur de référence, bien sûr. Mais ça veut dire que quand on ne connaît pas la valeur de référence, il y a autant de résultats qui doivent être à côté du résultat réel. Et finalement, la Commission européenne, elle a conclu par ceci. Si on veut améliorer aujourd'hui la qualité de nos résultats, il y a un besoin de formation criant à tous les niveaux à l'échelle européenne. Formation initiale et formation continue des personnels. Donc c'est ce que nous allons essayer un petit peu de développer dans les quelques transparents qui suivent. Alors pour faire de la formation, on se réfère au référentiel des métiers qui existent dans l'entreprise. Et on a travaillé depuis l'origine de la formation à partir des documents qui ont été produits par l'Observatoire des métiers, donc l'Observatoire prospectif des industries chimiques, et qui définit les grandes familles métiers dans les entreprises. Et dans ces grandes familles métiers, à côté du marketing, de la R&D, de la fabrication, de la logistique, la gestion, les systèmes informatiques, etc., vous voyez l'analyse de laboratoire au cœur des problématiques. Donc nous avons décidé de travailler sur ces référentiels qui définissent finalement deux types de responsabilités, type technicien d'analyse physico-chimique ou responsable de laboratoire d'analyse. Alors quand on regarde le schéma des formations actuellement en France, qui sont bâtis sur, après le bac, 3, 5 ou 8 années de formation. Les postes de techniciens supérieurs de laboratoire sont pourvus par des étudiants qui ont suivi des parcours de type DUT, BTS, licence professionnelle. Et les fonctions de responsable de laboratoire sont à terme occupées par des personnes de niveau bac plus 5. Donc, on va parler aujourd'hui de ce volet-là, puisque nous évoquerons les aspects liés au master analyse et contrôle. Donc, en travaillant à partir de ces référentiels de compétences, on s'aperçoit qu'il faut développer 6 grands domaines. La connaissance des méthodes analytiques, ça a été souligné, puisque la mesure finalement que l'on va rendre sera le résultat de la méthode analytique que l'on aura choisie. Mais il sera important aussi de travailler sur les aspects qualité et aspects réglementaires, être capable de gérer un projet analytique, donc la gestion de la qualité, le développement de méthodes qui est en corrélation avec ces méthodes analytiques, et puis aussi avoir quelques bases sur le management et la gestion commerciale et administrative dans le laboratoire, savoir estimer des coûts, c'est aussi important, et développer des aptitudes en communication et information. Donc voilà finalement le cœur des attentes que l'on a essayé de traduire, et on était là en 2006 à peu près, par des parcours de formation au sein de l'établissement. Donc depuis la dernière fois qu'on avait eu l'occasion de faire la rencontre de la professionnalisation en 2007, nous fonctionnions sur la base de 3 spécialités. Une spécialité tournée vers la recherche en sciences analytiques, une spécialité analyse physico-chimique vers l'analyse de laboratoire, l'analyse à finalité
juridique, et puis du coup une structure de formation basée sur 2 ans dédiés à l'analyse. Et comme vous pouvez le voir ici, la première année de formation, les étudiants vont passer une période relativement longue en début d'année dans l'établissement pour aller faire un premier stage en mars-avril. Et finalement, la deuxième année, dès 2006, nous l'avons proposé par une formation en apprentissage, et ça s'est bâti avec l'IFAIP. La construction du programme, l'alternance qui a été mise en place, nous a conduit à accueillir progressivement 8, 12, 15, 20, 22, 26 étudiants. 26 étudiants chaque année maintenant, qui suivent le parcours analyse physico-chimique en entreprise, sous contrat d'apprentissage. Donc, sous un contrat dans l'entreprise qui renvoie l'étudiant compléter sa formation au sein de l'établissement. Et donc je crois que ce partenariat a été important, puisque finalement c'est celui qui nous a permis au fur et à mesure d'adapter et de rendre l'adéquation entre le besoin exprimé par les industriels et la formation que l'on pouvait proposer le plus proche possible. Alors, je ne vais pas faire le tour des contenus, ça a été évoqué tout à l'heure. On s'attache dans un premier temps à bien positionner l'ensemble des techniques analytiques qui vont servir finalement de boîte à outils pour les analyses dont on aura ultérieurement besoin en tant que professionnel. Donc l'ensemble des techniques, que ce soit de séparation, de spectrométrie, sont abordées, et on va aussi travailler des aspects beaucoup plus transverses liés à la qualité, la qualification d'instruments, la validation de méthodes, le traitement du signal, tous ces volets-là. À l'issue de cette première année qui permet, donc, comme je le disais, de se doter d'une boîte à outils, la stratégie que l'on a choisi de développer, c'est plutôt une approche de type gestion de projet sur la deuxième année. Donc ça veut dire qu'il reste encore des modules liés au savoir scientifique, mais à côté de ces modules liés au savoir scientifique, on va s'attacher à gérer le processus, le projet analytique, depuis la demande du client jusqu'au rendu du résultat à celui-ci. Et soit ceci se fait par le domaine, par une approche apprentissage avec un vécu, une mission des étudiants au sein des entreprises, soit ça va se faire par une pédagogie de projet que l'on va mettre en place durant les premières périodes d'alternance avec les étudiants qui ne sont pas dans ce statut d'alternant. Donc cette pédagogie de l'alternance, ça a été un souhait dès le départ, au moment de la création de la formation, de la développer. Parce que faire écho dans la formation aux actions qui ont pu être menées, aux missions qui ont pu être menées dans l'entreprise, c'est finalement asseoir les compétences développées dans l'établissement par rapport aux besoins exprimés en situation professionnelle. Et pour vous donner un exemple, vous avez pu récupérer un de ces documents lors de votre arrivée. Les étudiants partant en stage en mars-avril, lorsqu'ils reviennent en mai-juin, ils sont invités à écrire une note d'application qui est compilée, l'ensemble de ces notes est compilé et distribué sous la forme d'un document, d'un magazine, qui en est maintenant à sa 3e édition, la 4e étant en cours de production. Donc cette pédagogie de l'alternance, cet aller-retour entreprise-université, c'est ce qui se continue, qui se prolonge dans la 2e année de formation. Et on a souhaité, pour asseoir un petit peu plus encore ces échanges-là, à chaque retour d'entreprise, qui sont les périodes en jaune ici que vous voyez dans l'année, d'effectuer avec les étudiants des suivis en termes de gestion de projet, puisque ce sont des cours de gestion de projet qui sont développés pendant le premier semestre, d'assurer aussi un suivi scientifique de l'ensemble des activités réalisées, puisque quand même la base scientifique, comme on l'a évoqué, est nécessaire à l'application des techniques analytiques. Vous ne pouvez pas vous dispenser de bases solides dans le domaine de l'analyse. Et puis, c'est aussi l'occasion pour nous de travailler sur ce qui a trait aux compétences comportementales, au-delà des savoirs, de venir dans le domaine des savoir-être et évoquer cet aspect-là aussi. Ce que l'on souhaite, c'est proposer une pédagogie qui soit de plus en plus ouverte à l'international. Donc depuis maintenant 2008, on fait partie d'un consortium qui s'appelle Measurement Science in Chemistry, qui regroupe des universités européennes, allant de l'Estonie tout en haut au Portugal tout en bas. Et nous proposons
à nos étudiants de réaliser pendant 15 jours en été finalement une école d'été, un séjour dans un des pays du consortium pour parler métrologie. Donc un aspect qui nous intéresse très fortement dans le domaine de l'analyse, et pour parler métrologie en anglais, avec des étudiants venant de l'ensemble des universités partenaires. Donc d'avoir cette expérience vers l'international. Donc on a envoyé nos étudiants pendant 5 années dans les autres pays européens. Et puis cette année, en 2013, nous avons accueilli aussi l'ensemble des étudiants venant de ces universités européennes à Lyon pour un séjour de 15 jours au mois de juillet, un séjour qui s'est voulu à la fois studieux et puis on allait faire du prélèvement d'échantillons quand même, vous pouvez localiser à peu près l'endroit où on est allé prélever l'échantillon, c'était assez sympathique. Alors cette logique de l'international, on veut la prolonger et actuellement nous travaillons sur un projet qui n'a pas encore été validé, mais c'est un projet que l'on construit là aussi avec d'autres partenaires, qui consiste à développer un programme que l'on appelle Erasmus Mundus, donc qui permet à des étudiants venant du monde entier de rejoindre les universités du consortium pour venir réaliser 2 années de formation dans le domaine de la chimie analytique. Donc on est sur ce projet, on continue à avancer, toujours dans cet esprit d'aller développer aussi la chimie analytique vers l'extérieur et de faire venir aussi d'autres étudiants pour qu'ils voient les capacités de Lyon à mener ce type de projet. Alors un autre mot-clé que je voulais évoquer avec vous, c'est le terme de compétence. Parce que je vous ai parlé de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, et finalement il faut arriver à regrouper tout ça dans les compétences. Et c'est le terme que l'on va vouloir essayer de développer en termes de méthode pédagogique pour la partie 2016-2020. Alors, je vous ai mis une définition, il existe beaucoup de définitions des compétences. Mais la compétence, c'est une mise en situation en vue de produire un résultat donné. Et pour ceci, il faut mobiliser des ressources, des savoirs, des savoir-faire, pratiques, techniques, procéduraux, des connaissances, une démarche d'analyse et de raisonnement, des ressources émotionnelles aussi, on revient sur les aspects comportementaux, des ressources psychiques et psychologiques. Et ce que l'on souhaite essayer de décliner maintenant, c'est non plus décliner nos référentiels en termes d'objectifs ou de semi-compétences, mais vraiment de les dérouler sur ce volet compétences. Alors, pour exploiter des compétences, il faut avoir une maîtrise de savoir-faire procéduraux. Et donc, dans l'établissement, nous cherchons et nous continuons à développer un laboratoire d'analyse et contrôle dédié à l'enseignement. Donc nous évoquions, Alain Valcarius évoquait tout à l'heure l'Institut des sciences analytiques, qui est un institut de recherche ici, d'ailleurs au bout de l'avenue, dans lequel on va retrouver des instruments de très très haute technicité. Mais ce que l'on a souhaité au sein de l'université, c'est d'avoir un plateau d'enseignement qui dispose d'outils qui soient tout à fait en adéquation avec les besoins des entreprises aujourd'hui. Et vous pouvez voir ici les quelques instruments qui sont apparus le plus récemment sur la plateforme technique que nous avons à notre disposition. Donc à la fois de la chromato à très haute pression, du couplage chromato-liquide à la spectrométrie de masse, de la GC à la spectrométrie de masse, de l'ICP-MS et de la RMN 400. Et ce plateau-là est un plateau exclusivement dédié à l'enseignement, mais aussi, comme je vous l'ai précisé au-dessus, ouvert aux entreprises. Parce que dans le cadre des actions partenariales que l'on évoquait tout à l'heure, nos équipements ne seront pas sur une utilisation continue et peuvent être mis à disposition des besoins des entreprises. Bien souvent, il y a des étudiants qui sont en apprentissage dans une société et qui ont besoin d'une instrumentation spécifique, qui reviennent nous voir pour exploiter ces instruments-là. Donc cette plateforme est ouverte à très haute technicité et on verra un petit peu tout à l'heure aussi une autre méthode d'utilisation de ce matériel. J'ai parlé de compétences comportementales depuis 4 ans, 5 ans maintenant. Le pôle de compétitivité Accélera
a travaillé sur un référentiel de compétences comportementales pour la filière chimie-environnement et a donc explicité les attendus des entreprises sous différents critères. Donc je ne vais pas les aborder les uns après les autres, mais je voulais souligner le fait que ce document-là est un document de référence aujourd'hui pour nous, qu'il est exploité au sein de la formation pour inciter, je veux dire, les étudiants, vous inviter à la réflexion sur les compétences comportementales attendues dans l'entreprise. Et ce document est suffisamment riche pour vous montrer aussi l'évolution des compétences comportementales dans le temps, c'est-à-dire dans l'entreprise, comment aussi celle-ci attend que vous évoluez. Donc, ces éléments-là, nous les exploitons au quotidien dans chacune des étapes de retour d'entreprise. Et je pense que c'est à travers cette exploitation de ressources construite par un ensemble d'industriels partenaires donc d'Accélera que l'on peut justement faire évoluer aussi nos comportements dans l'établissement. Alors si je parle compétences, je vais aller jusqu'au bout de la démarche. C'est que si on veut aller dans cette direction, il va falloir qu'on aille jusqu'au bout, qu'on aille jusqu'à la certification de ces compétences. Et ce sera le leitmotiv que l'on va développer sur le projet de formation pour les 5 prochaines années. Évidemment, vous pouvez vous attendre, du moins vous avez instinctivement le réflexe de dire que lorsque l'on va confier une analyse à un laboratoire, on espère que l'analyse soit la plus exacte possible. Et bien pour qu'elle soit la plus exacte possible, certes il faut du matériel, mais aussi il faut des personnes qui soient à même de pouvoir exploiter ce matériel au mieux. Et donc nous allons décliner aujourd'hui, dans les années à venir, cette problématique de certification des personnels, en mettant en place une élaboration partenariale de ces schémas de certification. Et là, on vous sollicitera un industriel pour travailler avec nous sur ce volet-là. Donc, ce sont des expériences qu'on a déjà tentées dans leur approche et certains des auditeurs de la salle s'en souviendront certainement. Les étudiants de ME2 participent à l'évaluation des étudiants en entrée de ME1, puisqu'on s'attend évidemment à la sortie de nulle licence à avoir certains types de compétences chez les étudiants. Mais aussi, il faut vivre cette certification de compétences de ces personnels, parce que si on se trouve dans une position de responsable de laboratoire d'analyse dans quelques années, il faudra s'assurer que les techniciens qui travaillent pour le laboratoire soient effectivement des personnes compétentes. Donc autant continuer, du moins initier cette démarche dès les étapes de formation.